Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, l'Ukraine sera-t-elle à la Russie ce que le Vietnam a été aux États-Unis? Un bourbier dans lequel s'enlise jour après jour l'armée russe. Julien Théron, auteur avec Isabelle Mandreau d'un livre publié par Talendier, Poutine, la stratégie du désordre, nous dira si ce désordre pourrait se retourner contre lui. Son incapacité à faire plier l'Ukraine l'incitera-t-elle à pratiquer une fuite en avant et à utiliser par exemple l'arme chimique? Washington le craint et dans ce cas n'hésitera pas à répliquer. Nous en parlerons avec Nicole Bacharan, historienne américaine et française, qui a coécrit avec Dominique Simonet Les grands jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin. Dans cette escalade redoutée, quid de la menace nucléaire? Vladimir Poutine l'a brandi haut et fort, faut-il le prendre au sérieux? Oui, répondra Lucas Aubin, géopolitologue russophone, spécialiste du pays, auteur de Géopolitique de la Russie, qui sera publié en août prochain par les éditions La Découverte. En attendant l'issue incertaine de ce conflit, les principales victimes de cette sale guerre, voulue par Poutine, continuent d'en subir les conséquences. Les civils, tués par centaines, blessés par milliers et déplacés par millions en Pologne, Roumanie, Moldavie, Hongrie, Slovaquie et France. Nous écouterons Élie, réfugié en France avec sa compagne et son enfant. Grâce à l'intervention du Fonds social juif unifié, il s'est confié à Sandrine Seban. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Au 30e jour de la guerre déclenchée par Moscou, les Russes n'ont conquis en Ukraine qu'une seule ville, Kherson. Toutes les autres villes résistent comme Kiev, la capitale, et Mariupol, malgré un pilonnage incessant, Margot Siffer. La Russie affirme ce matin avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière. Hier, au moins 5 personnes, dont 2 enfants, sont mortes dans des frappes russes près de Lugansk. À Kharkiv, au moins 6 civils ont été tués et 15 autres blessés près d'un bureau de poste. Enfin, des bombardements à proximité de Tchernobyl ont également été rapportés. Et je l'ai dit en début d'émission, l'OTAN promet une réponse si la Russie utilise des armes chimiques. C'est ce qu'a indiqué hier pour la première fois Joe Biden. L'OTAN va également fournir des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires. Pour Volodymyr Zelensky, le risque est bien réel. Il accuse d'ailleurs la Russie d'utiliser des bombes au phosphore. L'OTAN renforce également les défenses sur son flanc oriental. 4 nouveaux groupements vont être déployés en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie. Et l'ONU ne reste pas inactive, elle exige la fin immédiate de la guerre. Oui, tout à fait. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une majorité écrasante une nouvelle résolution. Elle exige en effet de la Russie un arrêt immédiat de son offensive militaire en Ukraine. Il s'agit d'une résolution historique mais non contraignante. 140 pays ont voté pour ce texte. 38 se sont abstenus et 5 ont voté contre, dont la Russie, la Syrie et la Corée du Nord. Merci Margot. Bonjour Julien Théron, ravi de vous accueillir. Merci à vous. Vous êtes enseignant, notamment à Sciences Po. Vous enseignez sur les conflits, la sécurité internationale. On devrait dire l'insécurité internationale aujourd'hui. Et je l'ai dit, vous êtes co-auteur avec Isabelle Mandreau d'un livre publié par Talendier, Poutine, la stratégie du désordre, alors qui est sorti, qui a été publié au mois de février 2021. Donc bravo, parce que vous aviez vu ce désordre arriver. Oh, c'est gentil, merci beaucoup, mais je crains qu'effectivement on ait des signes de longue date. Un journaliste un jour m'a demandé quand est-ce que ça a commencé en fait cette stratégie du désordre, et j'expliquais que c'était bien avant, c'est-à-dire que dès les années 90, Vladimir Poutine associe en fait dans son idée la démocratie avec le chaos, le désordre, et depuis c'est quelque chose d'extrêmement linéaire qui est déployé en termes de rhétorique. On explique que la démocratie c'est le chaos. Alors évidemment, si vous regardez les sociétés comme le Danemark ou la Suède, c'est pas vraiment le désordre qui y règne, mais c'est une manière de dire en fait ça n'est pas l'autocratie soviétique pendant des décennies qui, en s'effondrant sur elle-même, a créé les conditions d'un chaos. C'est la tentative d'instauration d'une démocratie qui a créé le chaos, ce qui est un argument absolu et incontestable pour le Kremlin du fait que la démocratie ne fonctionne pas, et du coup conséquence, il faut y établir ce qu'on appelle la stabilité au Kremlin, c'est-à-dire un ordre autocratique, c'est-à-dire absence d'alternance démocratique. Clairement. Et vous aviez perçu, dans les années 90 ou les années 2000, cette nostalgie de l'Empire soviétique, de l'Empire russe, déjà chez Poutine ou pas ?
Vladimir Poutine était dans le corps, dans l'État, à l'intérieur de l'État. C'est un officier supérieur du KGB qui est chargé, dans l'origine même des services de renseignement ou des services de sécurité plutôt soviétiques, à l'origine, c'est contre-révolutionnaire. C'est-à-dire il faut extirper de la société soviétique les éléments qui seraient contre l'établissement d'un ordre non seulement autoritaire, mais même totalitaire en Russie, en soviétique, comme vous le savez. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'idée fondamentale de son métier, de sa formation, alors sa formation initiale, mais surtout à l'Institut Andropov, par exemple, où on apprend vraiment les techniques de désinformation, de manipulation des masses, de corruption des agents étrangers pour manipuler les opinions à l'Ouest, eh bien, l'objectif précisément, c'est d'éviter que l'étranger puisse avoir une quelconque influence et puis aussi extirper ce qu'on appelle à l'époque des sociotraîtres, mais considérer tout élément qui est contraire au régime. Voilà, donc vous avez une expertise en matière de conflit et donc de sécurité internationale. Comment mesurez-vous la situation actuelle? Est-ce que vraiment l'armée russe a des difficultés face à la remarquable résistance de l'armée ukrainienne? J'ai effectivement essayé de peser vraiment finement la chose parce qu'il est facile aussi de répéter ce qu'on entend d'ordre général. Donc j'apprécie cette question-là. Et oui, il y a vraiment des difficultés. En fait, la première des difficultés, c'est une difficulté de stratégie. Vous l'indiquiez dans l'accroche. La stratégie originellement utilisée était une stratégie de manœuvre. Dans le jargon des études de conflit, on appelle ça la guerre de troisième génération, c'est-à-dire des grandes manœuvres. On arrive rapidement et puis donc effectivement... Le côté éclair, c'est-à-dire progresser rapidement, est essentiel. Il vous laisse à garder 6 jours, quoi. Un petit peu, oui. L'idée, c'était de frapper vite et fort, avec deux grands éléments. C'est des grandes avancées de tanks, des colonnes, comme on le voit en Ukraine, c'est-à-dire ces espèces de grandes percées territoriales dans la campagne en général, et puis des frappes extrêmement puissantes. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, il se retrouve il a été décalé d'une génération de guerre dans une deuxième génération plus proche de ce qu'on avait dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre de position. On appelle ça l'attrition. Et effectivement, là, c'est vraiment les bombardements qui comptent, et on le voit avec tous ces missiles, ce qui est peu consommateur en hommes, les missiles, enfin, du côté de l'armée russe, bien sûr, parce que du côté des civils ukrainiens, les pertes sont très importantes. Et alors, ces difficultés sont-elles dues uniquement à la résistance de l'armée ukrainienne ou également à l'état de l'armée russe, qu'on avait peut-être nous-mêmes, qui sommes un peu néophytes, on n'a pas votre expertise, surestimé? Tout le monde, je crois, l'a surestimé, y compris dans notre milieu largement. Je connais 2-3 analystes, effectivement, notamment Michael Kaufman aux États-Unis, qui est assez fin sur l'état de l'armée russe. Et il y a une théorie du professeur Lindley French qui dit, en fait, on a tellement surestimé que quand on se considère, par exemple, qu'ils ont 800 000 hommes, ça ne veut pas dire qu'ils ont 800 000 soldats prêts à combattre. Et ce qu'il dit, et j'ai mesuré ces arguments qui sont assez pertinents, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas loin de la saturation en Ukraine de toutes leurs forces combattantes, si l'on accepte bien sûr quelques forces spéciales qui sont vers Moscou pour conserver le côté un peu prétorien du régime, des forces en Extrême-Orient. Fondamentalement, ils sont pas loin de ne pas pouvoir mettre beaucoup plus d'hommes, à part des conscrits, donc il faut les former, des mercenaires, on l'a vu, Wagner, et puis des soldats syriens qui auraient été envoyés en Libye même, et puis donc aussi des tentatives de recruter des mercenaires syriens. Alors attention, mercenaires, souvent dans les médias on dit qu'il y a des mercenaires côté ukrainien, des mercenaires côté russe. C'est pas du tout la même chose, parce qu'en droit international, mercenaire, ça veut dire quelque chose. Mercenaire, c'est quelqu'un qui vient là pour l'intérêt. Et quand on regarde les conditions de recrutement des Syriens, par exemple, en tout cas de ce qui leur est proposé, notamment d'anciens rebelles, d'ailleurs, pour aller combattre en Ukraine, c'est vraiment la question de l'argent et de l'amnistie est très importante. Des salaires qui vont jusqu'à $1 500, ce qui est considérable pour l'état actuel de la Syrie, alors que du côté ukrainien, en général, ce sont des volontaires qui vont là-bas, pas pour la question de l'argent avec des sommes importantes, mais pour la question de la cause, en fait. Donc on parle de volontaires et de mercenaires, ça n'est pas la même chose. Quelle peut être la conséquence, déjà à court terme, de cette difficulté-là? Est-ce qu'on peut envisager un enlisement? On est déjà dans un enlisement relatif. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Comme je le dis, ils peuvent amener des troupes fraîches de différents endroits, des jeunes Russes, mais
plus ils vont amener des soldats dans cette guerre-là, plus il y aura un impact économique, parce que ça coûte cher en matériel, en hommes, et comme je le disais, ils utilisent même des missiles hypersoniques qui coûtent un coût absolument considérable. Un tank vaut beaucoup plus cher qu'un missile anti-tank, par exemple. Et puis un coût politique, parce que au bout d'un moment, les pertes qui sont considérables, même à comparer à l'invasion soviétique de l'Afghanistan, ou même aux Américains en Afghanistan, les pertes russes aujourd'hui en moins d'un mois sont plus importantes que pendant 20 ans les Américains en Afghanistan. Vous voyez, donc... On évalue à 10 000 à peu près le nombre de soldats russes tombés. Absolument. Et de la même manière, j'étais extrêmement prudent sur les chiffres, notamment vis-à-vis des chiffres du gouvernement ukrainien. Effectivement, on est relativement au bout de 10 000. C'est une mesure relativement conservatoire. Plus évidemment, tous les soldats qui sont blessés, voire prisonniers, ce qui handicape, pas complètement, hein, je veux dire, c'est pas l'armée russe n'est pas complètement effondrée, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est une série d'autres limitations. Pour les dire rapidement, il y a la limitation des conditions de déploiement, j'ai vu certaines vidéos chez les soldats russes qui posent problème. Il y a la question de la logistique, une question dont on parle assez peu, c'est celle de l'orientation des troupes qui se perdent, la question de la communication. Vous savez qu'on a eu beaucoup d'enregistrements sur des radios qui ne sont pas cryptées. Vous les avez écoutés? Moi, je les ai entendus ce matin, c'est incroyable. Oui, j'en ai entendu, oui, absolument. On voit la détresse même des soldats russes qui appellent au secours, qui appellent l'aviation qui leur demande d'intervenir, qui ne sont pas entendus. Donc on voit une difficulté, mais pour le coup réelle, puisqu'on en a la preuve. Oui, c'est assez mal géré, et en fait, ça c'est un autre élément, et puis qu'on a surjoué parce qu'en fait, l'erreur qu'ils n'ont pas faite en Syrie, les Russes, c'était de déployer beaucoup d'hommes sur le terrain. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas très compliqué de bombarder une ville de civils qui n'ont pas d'armes pour se défendre anti-aériennes avec des avions. Ça, c'est pas très compliqué. En revanche, là, ils essayent de prendre du territoire sur un État qui est extrêmement bien préparé, qui est soutenu, plus que les rebelles syriens l'étaient au début de la Révolution, et qui sont extrêmement motivés parce que c'est leur terre. Et effectivement, dans ce cadre-là, l'armée russe montre des difficultés qu'elle n'avait pas eu l'occasion, en fait, de présenter avant. Alors, on va le court terme. À moyen terme, que peut-il se passer ? Les scénarios sont assez limités, en fait. C'est-à-dire que soit ils trouvent un accord en termes de négociation avec les Ukrainiens, mais de ce point de vue-là, les Ukrainiens eux-mêmes nous disent, mais en fait, ils sont repartis sur une base extrêmement dure de négociation en disant on veut la neutralité et la démilitarisation, ce qui en droit national et en droit international est complètement contradictoire. En fait, quand vous êtes un État neutre, vous avez besoin d'une armée forte pour éviter justement que des partis viennent vous envahir et utilisent votre territoire. L'autre possibilité, c'est une guerre extrêmement longue, mais encore une fois, la plausibilité de ça, pour moi, politiquement en interne en Russie, n'est pas forcément, même s'il y a un soutien. À un moment, je veux dire, vous pouvez soutenir politiquement un groupe, mais vous n'avez pas forcément envie d'envoyer tous vos enfants aller se prendre un missile en Ukraine, vous voyez. Donc, je doute de ça. Et ce qu'il y a entre les deux comme solution, entre guillemets évidemment, c'est l'usage d'armes de destruction massive, pas forcément dans le côté étendu de la destruction, mais de ce qu'on appelle les armes de destruction massive, c'est-à-dire CRBN, chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Donc vous prenez au sérieux cette menace-là? Tout à fait. Oh. Et les Russes nous préparent en général régulièrement à ce qu'ils vont faire. L'idée du génocide était apparue en disant ça ressemble à un génocide, disait Vladimir Poutine en décembre. Et puis finalement, en février, c'était dit, comme on n'avait pas réagi, c'est un génocide, j'interviens. Ils utilisent souvent des arguments comme ça pour ils nous testent des solutions. En permanence. Et non seulement ils l'ont dit l'autre jour que, vous savez, cette propagande en disant que les États-Unis auraient des laboratoires biologiques et chimiques. D'ailleurs, on n'a pas bien compris si parfois c'est biologique ou chimique. Et le Kremlin vient de le redire aujourd'hui, c'est biologique et chimique. Et que même le mouvement de Joe Biden vise à cacher ce scandale des laboratoires. Et il y a aussi la question nucléaire, et j'ai entendu le porte-parole Dmitri Peskov du Kremlin qui a une réponse, pardonnez-moi, mais extrêmement inquiétante, c'est-à-dire qu'il dit on a une doctrine qui correspond à on utilisera l'arme nucléaire uniquement, ils n'ont pas de ce qu'on appelle no first use, c'est-à-dire l'absence d'utilisation de l'arme nucléaire s'ils ne sont pas attaqués. Donc légalement, chez eux, ils disent on peut utiliser l'arme nucléaire en premier. Et la seule condition, c'est s'il y a une menace existentielle sur l'État russe. Mais il faut bien comprendre que ça fait des années que Vladimir Poutine explique à longueur de temps qu'il y a une menace existentielle, que l'OTAN essaye de détruire la Russie. Donc je crois qu'effectivement, si on se met dans leur logique, il faut prendre ça tout à fait au sérieux. Et d'autant plus qu'ils l'ont déjà fait.
Alep, en Syrie, l'utilisation des armes chimiques. Alors, c'était le régime syrien, mais vous avez raison, ça a été complètement couvert par l'accord par Moscou, qui a en plus complètement dupé Washington sur ce coup, puisqu'on se souvient qu'ils avaient dit, OK, on avait dit que le régime syrien n'avait pas d'armes chimiques, en fait il en a utilisé, mais vous nous avez cru avant, maintenant il faut nous croire en disant on va donner tous les stocks, et l'ONU lui-même reconnaît qu'il y a eu des dizaines d'attaques chimiques en Syrie, a posteriori. Et je préciserai aussi qu'on considère les tentatives d'assassinat au Novichok comme une attaque chimique, puisque le Novichok est un gaz neurologique, et ça fait partie d'un arsenal qui a été créé par l'Union soviétique, et dont l'Institut a été classé entreprise stratégique en 2004 par Vladimir Poutine. Ce que vous dites est extrêmement inquiétant. On posera évidemment la question à nos prochains invités, mais quand, à votre avis, Joe Biden dit s'il y a utilisation d'armes chimiques, nous riposterons, j'allais le dire en anglais, nous riposterons. Est-ce que vous prenez aussi au sérieux cette réplique-là possible de la part des Américains et de l'OTAN ? C'est une nouvelle déclaration, nouvelle posture. Je dois avouer, c'est très important en science comme en journaliste d'ailleurs, de dire je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette annonce de réplique. C'est assez vague. Ça peut être une réplique économique, ça peut être une réplique d'aide, par exemple en avion ou en tank. Vous savez que les tanks non plus, on a parlé beaucoup des avions auprès des Ukrainiens, mais on n'en livre pas des tanks, par exemple. Donc ça peut être un type de réponse de ce genre-là. Mais effectivement, vous avez raison, il a mentionné une réplique de l'OTAN. Sans trop savoir ce que ça veut dire précisément. Donc quand j'évoquais le Vietnam, moi j'ai couvert des guerres là-bas quand j'étais très jeune journaliste pour France Inter. Est-ce que la comparaison peut vous paraître pertinente ou pas du tout, puisque vous excluez un enlisement long, de longue durée? Je crois que la situation économique et politique interne en Russie ne le permet pas. J'ai discuté avec des économistes, je ne suis pas économiste, des collègues, et je leur ai demandé, on est bien d'accord, les sanctions commencent à peine à toucher l'économie russe, il y a une inflation qui va jusqu'à 30% pour certains biens de consommation, et ils disent oui, ça commence à peine. Donc il y a un moment où le fait de faire la guerre va coûter extrêmement cher, surtout que plus vous prenez du territoire, plus il faut de matériel, par exemple. Ça n'est pas tenable, et même politiquement, au bout d'un moment, si vous voulez, cette l'opération spéciale n'aura plus rien de spécial du tout, et c'est un petit peu comme la question de la démocratie sur la longueur. Vous pouvez faire semblant pendant 4-8 ans d'être un démocrate, après 20 ans, ça devient quand même un peu plus difficile à faire croire. Là, c'est la même manière, on peut dire oui, c'est juste une petite opération spéciale, si ça dure des mois et des mois, voire des années, c'est quand même assez peu crédible. Merci beaucoup, Merci à vous. Julien Théron. Je rappelle le titre de ce livre écrit avec Isabelle Mandreau et publié par Talendier, Poutine, la stratégie du désordre, et je vous encourage à le lire. Merci encore. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. OTAN, Europe, G7, 3 sommets en un, tenus consécutivement hier pour mieux marquer une cohésion occidentale face à Moscou. Cohésion que Vladimir Poutine avait sous-estimée, comme il avait sous-estimé également le degré de résistance ukrainienne. Églantine Delalleux. C'est un marathon de sommet hier à Bruxelles avec celui de l'OTAN, du G7 et de l'UE, des réunions afin de coordonner l'action des chefs d'État et de gouvernements occidentaux face à la Russie. Pour le moment, pas de nouvelles sanctions, mais plusieurs propositions. En tant que président du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron a notamment souhaité un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire face au risque de pénurie mondiale. La guerre en Ukraine rend impossible pour le moment, par le choix fait par la Russie, de semer comme il se devrait, et donc est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Cette situation va créer une crise alimentaire, des situations humanitaires gravissimes dans plusieurs pays, et à coup sûr des conséquences politiques massives. Une famine qui pourrait donc être inévitable selon le chef de l'État pour plusieurs pays dépendants aux céréales russes et ukrainiennes comme l'Égypte, le Bangladesh ou le Nigeria. Afin d'aider ces pays, le président américain Joe Biden a assuré que les États-Unis et le Canada, gros producteurs de céréales, allaient augmenter leurs exportations. Alors quant à la dépendance énergétique, il n'y a pas d'unanimité toujours, mais il progresse. Mais c'est une question qui divise au sein de l'Europe, Paul, la dépendance européenne aux énergies russes. Après moult discussions, les États-Unis et l'UE ont donc annoncé ce matin la création d'un groupe de travail pour atteindre ce but. L'Allemagne a même annoncé qu'elle allait réduire sa dépendance à l'égard du charbon et du pétrole de la Russie d'ici la fin de l'année. Pour rappel, ce pays importe de Russie plus de la moitié de son gaz et de son pétrole. Et à propos de dépendance, Emmanuel Macron est revenu sur un sujet très délicat hier.
le retrait éventuel des entreprises françaises de Russie. Et oui, souvenez-vous, mercredi, en visioconférence au Parlement français, le président ukrainien Zelensky a incité les entreprises françaises implantées en Russie à quitter ce pays, comme Leroy Merlin, Auchan ou Renault. Mais face aux pressions, Emmanuel Macron laisse le libre choix aux firmes françaises. Ma position est de laisser libre les entreprises de décider pour elles-mêmes. C'est le choix des dirigeants de ces entreprises d'apprécier en fonction de leurs équilibres, en fonction de leur activité, de faire les choix qui conviennent. C'est le choix qu'a fait Renault, c'est le choix qu'ont fait d'autres entreprises de cesser certaines activités. Je considère que nous, la priorité, ça doit être l'effet final recherché, qui est justement de stopper l'action russe. Après ces 3 sommets, le président américain Joe Biden se rend aujourd'hui en Pologne afin d'aborder la crise humanitaire et pour rencontrer des militaires américains dans une ville proche de l'Ukraine, un symbole de l'engagement occidental contre l'invasion lancée par Moscou. Merci Églantine. Nos invités, Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes historienne, politologue. Je rappelle le titre de votre dernier livre, écrit avec Dominique Simonet, publié par Perrin, Les grands jours qui ont changé l'Amérique. Et Lucas Aubin, bonjour. Vous êtes historien, politologue, russophone, et vous avez écrit La géopolitique de la Russie, publié par les éditions La Découverte, mais qui sortira en août 2022. Alors, Nicole Bacharan, est-ce qu'on peut parler de comeback américain en Europe ? Oui, oui, absolument, pas par choix. Pas par, comme déjà je l'entends dire, très à droite et très à gauche en France, une volonté de enfin vassaliser l'Europe, la mettre en couple réglé, mais tout simplement parce que quand l'Europe se trouve face à une menace existentielle, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien finalement, il n'y a que l'armée américaine entre nous et la sauvagerie. Ça ne veut pas dire que les armées européennes, et notamment françaises, ne jouent pas leur rôle, mais l'armée américaine est la première du monde. Et sans cette présence américaine forte en Europe, eh bien, l'OTAN est actuellement menacée. Et pour le coup, c'est extrêmement important parce que je me souviens de vos propos assez sévères sur Joe Biden qui, à vos yeux, avait délaissé le peuple afghan et était obsédé par la question chinoise et délaissé l'Europe. Donc, vous le croyez, pour le coup, sincère dans cette nouvelle posture et conscient des enjeux nouveaux provoqués par l'invasion russe en Ukraine? Je crois surtout qu'il n'a pas le choix. Je ne mets pas en cause sa conviction intime. Je ne connais pas. Mais il n'a réellement pas le choix. Parce que la situation qui est sous nos yeux, elle ressemble beaucoup plus aux années 1930 qu'à ce qu'on pouvait penser il y a un an des relations avec la Russie. Dans les années 1930, Franklin Roosevelt avait conclu, bien avant l'entrée en guerre, que la guerre était inévitable et que les États-Unis seraient impliqués dans la guerre, notamment avec l'Allemagne et le Japon. Mais il ne pouvait rien faire, le Congrès insistait sur la neutralité et il a dû attendre Pearl Harbor. Mais Roosevelt disait, les démocraties ne pourront pas cohabiter avec ces régimes ultra-autoritaires et ultra-agressifs. Ça ressemble à ce que l'on voit aujourd'hui. Est-ce que les démocraties, et donc même la démocratie américaine, qui géographiquement est plus loin, pourra cohabiter avec une puissance russe devenue aussi agressive? Et c'est Vladimir Poutine lui-même qui apporte la réponse, et cette réponse est non. Donc les Américains n'ont pas le choix, ils doivent s'impliquer en Europe, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs fortement. Et votre comparaison avec les années 30 est extrêmement pertinente. Les démocraties ont fini par faire l'union sacrée face à Hitler. Poutine n'est pas Hitler, mais tout de même. Donc ce que vous avez perçu hier des 3 sommets tenus à Bruxelles, c'est cette union sacrée, cette solidarité sans faille. Alors pour le coup, pour reprendre le terme que j'ai employé tout à l'heure, ça n'était pas simplement une posture. Non, ça n'était pas qu'une posture. C'est vrai que Joe Biden a demandé à ce qu'un sommet de l'OTAN soit organisé très rapidement. Et c'est Olaf Scholz qui a demandé la réunion du G7. La réunion du Conseil de l'Europe était prévue de longue avance, mais Joe Biden a souhaité être présent à chacune de ces réunions. Il a annoncé des mesures communes avec les Européens, notamment en matière économique, en matière énergétique, en matière de pré-organisation en cas de frappe chimique notamment, et puis il se rend en Pologne sur le front de l'OTAN, donc ça n'est pas qu'une posture.
Nicole Bacharan, vous restez avec nous. Je vais revenir vers vous dans un instant parce que je voudrais donner la parole à Lucas Aubin, qui est russophone. Donc, on fera des allers-retours, si j'ose dire, entre Moscou et Washington via RCJ Paris. Lucas Aubin, quand Joe Biden dit « nous répliquerons si Poutine utilise des armes chimiques », est-ce qu'à votre avis, ça veut dire qu'ils prennent très au sérieux la menace brandie par Poutine, pas seulement à propos des armes chimiques, mais même à propos de l'arme nucléaire? Ah oui, bien sûr. Je pense que du côté américain, on prend très au sérieux cette menace et tout simplement pour la raison suivante, c'est que Vladimir Poutine est très sérieux quand il brandit quand il brandit la menace de l'arme nucléaire et quand il dit justement que les Ukrainiens seraient à deux doigts d'utiliser une arme chimique. En fait, en prononçant cette phrase-là, Vladimir Poutine déclare que lui-même serait capable potentiellement de répondre avec les mêmes moyens que l'armée ukrainienne. Donc, de fait, on se retrouve dans une situation très compliquée finalement où les deux parties sont dos à dos et finalement Joe Biden dit effectivement qu'il prend au sérieux cette menace. Après, la question de savoir si oui ou non Vladimir Poutine va véritablement utiliser à un moment donné l'arme nucléaire, pour le moment c'est bien entendu trop tôt pour le dire. Évidemment qu'on est dans une grande affaire de bluff, finalement, c'est du bluff contre bluff. On a Joe Biden qui dit que l'OTAN attaquerait potentiellement si les armes chimiques étaient utilisées. On a Vladimir Poutine qui dit que lui pourrait potentiellement utiliser l'arme nucléaire si jamais la menace de l'OTAN était trop importante. Évidemment, aucun des deux partis n'y gagnerait, puisque l'équilibre de la terreur fonctionne parce que, justement, l'arme nucléaire engendrerait une escalade sans précédent qui ne pourrait pas aboutir sur quelque chose de bon, ni pour un parti ni pour l'autre. Donc pour le moment, on a, comme aux plus grandes heures de la guerre froide, finalement, un statu quo qui se met en place. Après, la question étant de savoir à quel moment ce statu quo pourra tenir ou céder. Voilà, une guerre à la fois froide et chaude, si j'ose dire, puisqu'elle a lieu réellement sur le sol ukrainien. Alors vous qui connaissez bien Moscou, les dirigeants russes, évidemment personne ne souhaite qu'il y ait utilisation de l'arme chimique ou de l'arme nucléaire, mais Vladimir Poutine, piégé un petit peu par la résistance ukrainienne, est-ce qu'il ne pourrait pas être tenté par une sorte de fuite en avant à partir du moment où il a ordonné à son armée de bombarder des civils, des maternités, des hôpitaux, des écoles? Est-ce qu'il ne pourrait pas ordonner à un moment donné l'utilisation de l'arme chimique? C'est ça qui est très inquiétant, c'est que Vladimir Poutine apparaît depuis le début de cette invasion très isolé. On a vu beaucoup de séquences où il semblait que finalement même ses plus proches collaborateurs n'étaient pas tout à fait d'accord finalement avec les décisions qu'il prenait. On se souvient que lorsqu'il a mis en action l'arme nucléaire, en tout cas qu'il a autorisé son potentiel déclenchement, son ministre des Armées, Sergueï Shoïgu, avait blémi devant les caméras et qu'on avait la sensation finalement qu'il n'était pas en accord avec cette décision. De la même façon, on l'a vu régulièrement se mettre très à distance de ses collaborateurs depuis le début du Covid, ce qui laisse supposer finalement qu'il serait seul au sommet de sa tour d'ivoire. Et dans ce contexte-là, à l'heure où effectivement la Russie est isolée d'un point de vue économique, diplomatique, etc., on peut tout à fait imaginer que Vladimir Poutine soit tenté finalement d'aller au bout de sa pensée, au bout de ses paroles et de l'actionner. Après, évidemment, il n'y a qu'un pas qu'on imagine difficilement franchissable actuellement. Néanmoins, par exemple, on a vu récemment que entre Moscou et l'est de la Russie, des avions de l'autorité présidentielle ont effectué un aller-retour entre Moscou et potentiellement du coup des bases comment on appelle ça, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le mot, des bunkers anti-atomiques, et ça aurait cette volonté justement de montrer aux Occidentaux que potentiellement on pourrait se protéger en cas d'attaque nucléaire. Finalement, c'est une façon finalement d'inquiéter encore un peu plus les Occidentaux. Comme un signal envoyé à l'Occident. C'est exactement ça. Oui. C'est un signal. Pour le moment, on est encore au stade des signaux. Mais c'est des signaux qui sont quand même assez clairs, puisque quand ces avions font l'aller-retour entre les bunkers anti-atomiques et Moscou, justement, ces avions émettent un signal radar. Ce signal radar aurait très bien pu être caché, il ne l'a pas été. Donc l'idée, c'était de dire, vous voyez, nous sommes prêts et potentiellement, ça pourrait intervenir à n'importe quel moment. Voilà. Donc voilà. Après, quand on utilise l'argument nucléaire aussitôt dans un conflit, est-ce que ce ne serait pas aussi finalement synonyme de faiblesse de la part du régime russe
qui déjà, au bout d'un mois, semblerait acculer. Très juste. Nicole Bacharan, je reviens sur votre comparaison avec les années 30, quand Daladier et Chamberlain sont allés à Munich traiter avec Hitler. Ils pensaient vraiment, d'ailleurs, Chamberlain a été accueilli en héros à Londres quand il est revenu, il pensait vraiment avoir sauvé la paix. Et on connaît la suite. Est-ce qu'on pourrait être dans cette escalade absolument terrifiante ? On n'imaginait pas. Alors, je vais être honnête, moi je ne suis pas expert, mais la plupart des experts ne pensaient pas que Poutine allait envahir l'Ukraine. Je ne vais pas les citer, mais des experts extrêmement bien informés, toujours très initiés, qui disaient Poutine ne le fera jamais. Et il l'a fait. On ne pensait pas qu'il allait faire bombarder des maternités, des hôpitaux. Et il l'a fait. Est-ce que dans ce scénario du pire, on pourrait imaginer une sorte de gradation extrêmement terrifiante ? Vous avez raison de rappeler ces erreurs d'analyse. Alors pour une fois, moi j'ai ma part d'erreur, mais là-dessus je l'ai compris quand même assez tôt, que Vladimir Poutine voulait toute l'Ukraine, parce qu'il ne tolérerait pas une démocratie à ses portes. Mais les erreurs d'analyse sont venues du fait qu'elles ont été faites par des gens tout à fait compétents, mais rationnels, et qui faisaient une analyse de coût-bénéfice, et la guerre était beaucoup trop risquée pour la Russie, pardon, et pouvait lui coûter beaucoup trop cher. Mais la guerre de Poutine n'est pas une guerre de coût-bénéfice, c'est une guerre de passion et de passion destructrice. Et la question qui se pose en matière d'escalade, qui se pose à l'OTAN notamment, c'est de se demander, est-ce qu'on peut se sauver tout seul ? Est-ce que l'Europe peut se sauver toute seule de la rage guerrière de Vladimir Poutine en aidant l'Ukraine, mais en ne combattant pas en Ukraine, ou est-ce on ne peut pas se sauver sans l'Ukraine ? Et la question des frappes avec des armes non conventionnelles, ces fameuses armes de destruction massive, je crois qu'elle est là. Si jamais Vladimir Poutine allait jusqu'à utiliser ce genre d'armes, est-ce que ça ne dirait pas à l'OTAN, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas vous sauver en abandonnant l'Ukraine. Donc le risque est tout à fait réel. L'histoire n'est pas écrite d'avance. On connaît l'histoire de Munich et des enchaînements tragiques avec la Seconde Guerre mondiale. On est dans une autre situation, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir aux leçons de l'histoire et de se demander quel est notre seuil pour finalement réaliser que abandonner l'Ukraine, même si on l'aide, mais au fond, en grande partie l'abandonner aux ambitions de Vladimir Poutine, ça n'est pas reculer pour mieux sauter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, puisqu'on reste au milieu du gué. On livre à l'Ukraine des armes, mais on ne livre pas de chars, on ne livre pas d'avions. Et pardon, mais même si l'armée russe n'a pas pris Kiev pour l'instant, elle a fait d'énormes dégâts, et sous nos yeux. Absolument, et des dégâts que pour nous conforter dans notre déni, pour nous protéger de voir le pire, on s'est dit, ah oui, il a fait ça en Tchétchénie, ah oui, il a fait ça en Syrie, mais quand même, l'Ukraine, c'est l'Europe, et c'est le berceau de la Russie, qui plus est. Et on voit qu'il anéantit des villes russophones, comme Mariupol, créant d'ailleurs un nationalisme ukrainien et une haine à l'égard des Russes qui durera plusieurs générations. Donc malheureusement, on voit qu'il est prêt au pire. Prêt au pire. Je retiens cette expression en me tournant vers Lucas Aubin. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que Vladimir Poutine, qui est en difficulté, dont l'armée, tout à l'heure Julien Théron l'a très bien expliqué, dont l'armée est en difficulté, pourrait se lancer dans une sorte de fuite en avant désespérée et provoquer cette confrontation généralisée, ce que personne ne souhaite. Le problème étant que, à partir du moment où la plupart des spécialistes, comme ça a été dit précédemment, n'imaginaient pas que la Russie puisse entrer en guerre directement et envahir l'Ukraine de cette façon-là, c'est bien parce qu'on pensait que le risque était trop important et que le rapport entre coût et bénéfice, comme ça a été dit justement, était trop déséquilibré. À partir du moment où le régime russe se met dans une situation de grande difficulté et aujourd'hui où la population russe finalement est isolée par rapport au reste du monde, où l'autorité russe elle-même peut potentiellement être mise à mal, puisque
on va assister à une grave crise économique en Russie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, évidemment. Potentiellement, la population russe pourrait aussi, à un moment donné, se retourner même contre le régime de Vladimir Poutine, puisque le syndrome de la forteresse assiégée, qui dure depuis maintenant, disons, depuis 2014, mais finalement même depuis 2007, avec le fameux discours de Munich, où Vladimir Poutine appelait à la création d'un monde multipolaire contre le monde unipolaire promu par les États-Unis. Finalement, cet isolat russe va montrer ses limites à un moment donné, et la question c'est de savoir si Vladimir Poutine ne va-t-il pas décider de franchir le gué avant que lui-même soit trop mis en danger en Russie, puisque on a vu ces dernières semaines notamment quelques oligarques russes retourner leur veste, on a vu quelques hommes politiques en Russie s'éloigner du régime russe ou être évincés. Tout ça, tous ces signaux montrent que finalement, ce système qui avait été construit patiemment pendant 22 ans est peu à peu en train de s'effondrer sur lui-même. C'est évidemment trop tôt pour le dire, mais en tout cas, des signes montrent que tout ceci est branlant et que Vladimir Poutine pourrait être tenté à un moment donné par justement une action irrationnelle, irraisonnée, qui conduirait à une guerre totale. Tout à fait. Une dernière question, Nicole Bacharan, elle va vous paraître saugrenue. Mais à quoi tient l'histoire? Si Trump avait été réélu, compte tenu de ses relations avec Poutine et avec la Russie, est-ce que les États-Unis auraient affirmé à ce point cette solidarité avec l'Ukraine et l'Europe comme Joe Biden l'avait fait? Certainement pas. Voilà. Certainement pas. Par contre, il est assez difficile d'imaginer ce qu'aurait fait Vladimir Poutine, parce que Donald Trump lui a porté sur un plateau tout ce dont il rêvait, c'est-à-dire l'éclatement de l'OTAN, l'affaiblissement de l'Union européenne, la désunion entre alliés. Donc comment Vladimir Poutine aurait-il réagi à cela? Ça, c'est vis-à-vis de l'Ukraine. Ça, je ne le sais pas. Par contre, il y a une chose dont je suis absolument certaine, c'est que Donald Trump sera, selon les cas, absolument incapable de construire une relation unifiée, forte avec les alliés. Il ne supportait pas les Européens, il ne croyait pas aux alliances, il n'avait aucune fibre morale sur la responsabilité morale et politique des États-Unis, et je n'imagine pas une seconde que son comportement au sein de l'OTAN aurait été celui de Joe Biden aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Votre livre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, aux éditions Perrin, avec Dominique Simonet. Merci beaucoup, Lucas Aubin. Votre livre à paraître en août prochain, Géopolitique de la Russie, aux éditions La Découverte. Encore merci pour votre expertise. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. L'histoire retiendra que dans sa folle décision d'envahir l'Ukraine, Vladimir Poutine n'a pas hésité à faire bombarder et assassiner des civils. Et l'histoire le jugera pour ses crimes contre l'humanité qui ont contraint des milliers d'Ukrainiens, des millions même d'Ukrainiens, à quitter leur propre terre. Laurence Goldman. Oui, il s'appelle Yuri, Petro, Ivana ou encore Irina. Et il y a encore quelques semaines, ils vivaient à Kiev, Lviv et Mariupol. La guerre les a contraints à prendre le chemin de l'exil. Depuis le début du conflit, ce sont 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population ukrainienne qui ont fui leur foyer. Et sur ces 10 millions, près de 3,5 millions d'entre eux ont quitté le pays, essentiellement des femmes et des enfants. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ont interdiction de partir car ils peuvent à tout moment être appelés à rejoindre l'armée ukrainienne. À noter également, Paul, ce chiffre terrible. Selon l'UNICEF, plus d'1,5 million d'enfants se trouvent actuellement sur les routes. Et l'Europe s'est vraiment mobilisée pour les aider. Oui, et où se rendent en priorité les réfugiés ukrainiens? Tout d'abord en direction des pays frontaliers avec l'Ukraine. La Pologne qui accueille à elle seule plus de la moitié des Ukrainiens fuyant la guerre, soit environ 6 réfugiés sur 10. Et puis il y a la Roumanie et la Moldavie qui sont le plus souvent des lieux de transit, les réfugiés ukrainiens décidant de poursuivre leur route une fois en sécurité. Quant à la Hongrie qui compte 5 postes frontières avec l'Ukraine, elle a accueilli jusqu'à présent plus de 300 000 réfugiés. Enfin, la République tchèque est également en première ligne avec plus de 200 000
000 Ukrainiens qui ont déjà reçu un titre de séjour. Et les autres pays européens ? Alors, les pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud ne ménagent pas leurs efforts pour porter secours aux réfugiés ukrainiens. Une mobilisation rare qui a fait, dès le début du conflit, l'unanimité au sein des 27. Ce sont surtout les pays en bordure de Méditerranée, Italie, Espagne ou encore Portugal qui sont privilégiés, car ils comptent déjà sur leur sol d'importantes communautés ukrainiennes. L'Italie accueille ainsi plus de 200 000 réfugiés. Et la France n'est pas en reste dans ce magnifique élan de solidarité. Plus de 26 000 Ukrainiens sont déjà arrivés sur notre territoire, selon les chiffres annoncés mardi par Jean Castex. Mais pour nombre d'entre eux, la France n'est qu'un pays de transit. Environ 10 500 titres de séjour ont été accordés jusqu'à présent. Le gouvernement travaille en coordination étroite avec un réseau d'associations et d'ONG. Ces dernières sont à pied d'œuvre pour distribuer des vêtements, des médicaments et de la nourriture, mais aussi pour trouver des solutions d'hébergement d'urgence et fournir une aide administrative. La communauté juive également se mobilise à travers un dispositif initié et piloté par le FSJU. Plusieurs dizaines de familles ont d'ores et déjà été accueillies. Merci Laurence. Et parmi ces familles sauvées par le Fonds social juif unifié, celle d'Élie, qui se trouve désormais en France avec sa compagne et son beau-fils. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Élie recueilli par Sandrine Seban. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Élie, vous allez nous raconter votre histoire, la vôtre et celle de votre femme. Votre femme vivait en Ukraine, c'est bien ça ? Exactement. Elle est arrivée il y a combien de temps en France ? On est arrivés ensemble le 10 mars. Vous êtes arrivés le 10 mars, donc Exactement. il y a quelques jours à peine. Je vous laisse nous raconter, Élie, ce que vous avez envie de nous raconter sur votre vie en Ukraine et sur comment ça s'est passé ces derniers jours. En fait, j'étais en Israël quand ma nouvelle femme, et Hana, et qui habite à Zaporozhye. Et j'ai commencé à sentir, c'était vers le 15 février. Alors j'ai commencé à sentir les actualités, à gauche, à droite. Je posais des questions, j'ai quelques amis à l'ambassade. Alors j'ai commencé à flairer Elle vous inquiétez ? m'inquiéter. Alors j'ai appelé tout de suite Hana. Je lui ai dit, prépare ton sac, il faut absolument qu'on... Elle était toute seule, elle, là-bas ? Avec son gosse. Avec son enfant. Et je dis, il faut absolument qu'on parte, prépare tes affaires. Elle m'a rigolé au nez, mais non, tout va bien, c'est des exercices, et tout, ça va passer. T'inquiète pas. Je dis, non, prépare vite ton sac, je viens te chercher, on part. Et le temps que je prends un billet, même les billets directement pour Kiev, il n'y en avait pas. J'ai pris un billet pour Budapest. De Budapest, j'ai continué en train jusqu'à la frontière. Ça m'a pris 2 jours quand même. Ouais. Et c'était le 20, vers le 20, ou quelque chose comme ça, ou 2 jours avant. On est parti à Vinica, qui est à environ 500 km à l'ouest, et je pensais que là, ça allait être tranquille. Et on a été louer une autre maison. Et je suis revenu, parce que le gosse, il était chez sa grand-mère à Zaporozhye. Donc, on est revenu pour prendre le gosse. Vite fait, on a ramassé quelques cartons. Quel âge il a ? Il a 7 ans. Il a 7 ans, ouais. Et on a pris le gosse. C'était vraiment le jour où ça avait commencé. Et on était surpris. Et les trains encore marchaient. On a réussi à prendre un des derniers trains et à dégager jusqu'à Vinica. Vinica, c'est, disons, à 100 km, 150 km au sud de Kiev et au nord de la frontière moldavienne. Et on est resté là-bas quand même une semaine. Les sirènes sans arrêt. Les bombardements. Les bombardements, évidemment. Et vous aviez déjà connu ça, Élie, ou pas ? J'ai fait l'armée quand même en Israël, d'accord. Ça va, quelques années. Donc c'est quand peut-être même. pour ça aussi que vous aviez les réflexes et que vous saviez. J'ai senti, malgré que le refus de tout le monde. Et ma femme, elle envoyait des messages à ses copines, mais tout le monde rigolait, mais Et il y en a encore qui sont coincés là-bas. Bien sûr. Donc vraiment coincés. Juste en une parenthèse, son frère qui est resté là-bas. Et ils sont en train de creuser les tranchées autour de l'immeuble en ce moment. Ils sont déjà prêts pour... Une petite parenthèse, et en revenant à Zaporozhye pour aller chercher le petit, et ma femme, elle avait remarqué des têtes louches dans le train. Elle me dit, ça, c'est pas des Ukrainiens, parce qu'ils essayaient de parler l'ukrainien avec l'accent russe. Elle avait bien compris. Elle me dit, ça, c'est des gens infiltrés.
on sentait déjà l'ambiance des infiltrés. Et donc ces infiltrés, pourquoi je parle de ça? Parce que des Tchétchènes, hein, beaucoup de Tchétchènes, oui. Et quand je suis sorti en ville, alors j'ai vu plein de barrages de partout et des gens qui se faisaient arrêter, des contrôles de police. J'ai pas compris. Et j'ai questionné les gens dans la rue, ils me disaient, il y a beaucoup de saboteurs. Et beaucoup de saboteurs, vraiment, il y avait des colis piégés qui étaient posés. Alors, vous êtes parti avec votre femme et le petit garçon de votre femme. Comme je n'avais pas de voiture, il n'y avait plus de transport en commun. C'était commencé à être difficile. J'ai par hasard eu, par le consulat, un contact, le Chabad de Vinica. Je l'ai appelé, il m'a dit « venez tout de suite ». J'ai trouvé quelqu'un qui m'a emmené en voiture. Il nous a emmenés en voiture, c'est-à-dire le propriétaire de la maison qu'on avait louée. J'ai dû bien le payer pour ça, pour qu'il nous emmène. Et le soir même, on est arrivé à Chabad. Et le lendemain matin, ils nous ont évacués en Moldavie. Je peux dire qu'on a eu vraiment de la chance. Oui. On a eu une super chance déjà de tomber. Et vraiment entre deux... Parce que Vinica a été plus tard bombardé aussi. Plus tard, Et surtout de tomber sur le Chabad, vraiment qui nous ont aidés. Alors je peux dire et qui ont fait ceux qui ont fait le lien, Elie, après avec le Fonds social juif unifié. Exactement, exactement. C'est ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, qu'on leur explique. C'est des réseaux, c'est des filières, et le FSJU est en contact depuis sa création avec tout un réseau d'ONG européennes. C'est ce qui a permis effectivement de pouvoir, de manière sûre et efficace, pouvoir vous ramener, vous et beaucoup d'autres familles. Comment ça s'est passé ensuite, le passage à la frontière, votre arrivée, et comment ça se passe depuis que vous êtes en France, Elie? Déjà, je suis vraiment étonnamment, positivement étonné de cette mobilisation et de cet enthousiasme pour aider. C'est vraiment incroyable. Et les habits, la nourriture et tous ces gens qui nous guident. C'est pas seulement le matériel, c'est les gens qui nous guident. C'est incroyable. Vraiment, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Depuis que vous êtes arrivé en France, alors on est venu vous chercher à l'aéroport. Exactement. Avec d'autres familles. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Il y a des familles qui sont à l'hôtel, il y en a d'autres qu'on a pu commencer à mettre dans des appartements. Où vous en êtes, vous? On a passé la frontière, on est arrivé en Moldavie. Même ils nous ont ramenés jusqu'à l'hôtel. On est resté quelques jours à l'hôtel. Et on a eu contact avec Stéphane du FSJU. Et qui est un bénévole, qui travaille notamment. Et qui nous a dit à telle heure, à tel endroit, être prêt. Ils nous ont ramenés en car jusqu'à Budapest. Et de Bucarest, excusez-moi. Bucarest, Roumanie. Jusqu'à Bucarest. Et de Bucarest, vol pour Paris. Pour Paris. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure, Elie, à ceux qui nous écoutent et qui participent à cet élan de solidarité pour soutenir le FSJU et les autres associations? Déjà, un merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont conduits tout le long de ce trajet. Et chapeau pour toutes les organisations. Et chapeau pour la rapidité d'exécution et de réaction. Et pour tous ceux qui restent encore à venir, gardez l'espoir. Il y a ici quelqu'un pour aider et n'hésitez pas à demander. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Elie. Je vous en prie. Merci à vous. Voilà, c'était le témoignage d'Elie recueilli par Sandrine Seban. Une belle histoire dans ce contexte très sombre. Et ça fait du bien d'entendre cette voix pleine de soleil d'Elie en attendant d'entendre un jour sa compagne et son beau-fils. Dernière séquence de cette émission, évidemment, Grimbe, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Grimbe. Bonjour Paul. Alors je vous laisse décrire le dessin que vous pourrez découvrir évidemment sur les réseaux sociaux et sur le site de RCJ. À vous. Oui, alors on quitte l'Ukraine pour l'Afghanistan. Et donc le titre du dessin est les jeunes Afghanes privées de lycée, et on voit une Afghane en train de faire la vaisselle chez elle, et puis elle dit simplement on a l'école à la maison. Voilà, c'est tout bête, mais c'est un peu, j'imagine que c'est un peu le programme pour les talibans. Non, c'est pas tout bête, c'est très 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 pertinent. D'abord, c'est très bien de faire ce dessin sur le peuple afghan parce que une actualité chassant l'autre. Oui, on est tous frappés d'amnésie. On ne parle plus que d'Ukraine. On a complètement laissé tomber. On critique les Américains qui ont laissé tomber le peuple afghan, mais nous aussi. Hein. Ouais.
et l'Europe, l'Occident, les médias. Donc c'est très bien de nous faire comme ça une piqûre de rappel sur ces jeunes femmes privées de tout. Alors l'école à la maison, en fait, c'est la vaisselle, c'est ça? L'école à la maison, c'est la vaisselle, exactement. Les tâches ménagères. Version Taliban. Version Taliban, c'est ça. Merci beaucoup, Grimpe, pour ce dessin qu'on pourra revoir. Cette émission se termine. Moi, j'étais frappé par, et pas seulement moi, d'ailleurs, toute la rédaction qui écoutait, par la gravité des propos tenus par nos invités sur la situation en Ukraine, par la crédibilité qu'ils donnaient aux menaces brandies par Poutine sur l'utilisation éventuelle d'armes chimiques, même d'armes nucléaires, sur le fait que Biden a répondu avec gravité à cette menace et qu'il pourrait répondre de la même façon. C'est absolument terrifiant. Nicole Bacharach avait fait une comparaison très juste avec les années 30, qu'évidemment tous les jeunes Français, Européens n'ont pas connu du siècle dernier, et où personne ne croyait à la montée de la guerre. On voyait en Hitler une sorte de sauveur de son peuple, et on a vu la suite. Voilà, il faut simplement espérer et même prier pour que Poutine ne prenne pas le même chemin. Bon week-end, et à vendredi prochain, c'est Rudy avec toute son équipe qui vous présentera l'info sur RCJ. Au revoir.